Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le Maroc a fait de la régionalisation avancée un choix stratégique en attribuant aux espaces territoriaux un statut institutionnel et constitutionnel avancé dans le processus d'élaboration et d'exécution des politiques publiques. La régionalisation avancée, un projet qui reflète la détermination du Royaume à développer un modèle économique harmonieux dans toutes ses régions. L'enjeu est d'appeler chaque région à profiter pleinement de ses compétences, de ses potentialités et de ses opportunités, tout en encourageant les investissements. Objectif, fournir une offre de développement régional basée sur des investissements nationaux efficaces et réduire les disparités territoriales. Régionalisation avancée, où en est-on aujourd'hui ? Comment transformer le concept de régionalisation avancée en une réalité de développement? Avec nous pour en parler ce soir, Madame Mbaraka Bouhaïda. Bonsoir, vous êtes présidente de l'Association des régions du Maroc et du Conseil de la région Guilmi-Ouadnoun. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonsoir Mariam, merci pour votre invitation et pour l'intérêt que vous portez pour ce beau projet. Un projet très important et justement, quel est l'état des lieux aujourd'hui au Maroc? Alors écoutez, c'est une question qui peut être simple, mais en même temps elle est complexe puisque la régionalisation avancée, vous l'avez bien dit, c'est un projet royal, un chantier stratégique et un chantier structurant puisqu'il s'agit de créer du développement socio-économique dans les territoires et à travers les territoires et avec les gens dans les territoires. Alors, ce chantier est très important à plusieurs niveaux. D'abord, qui n'a pas commencé depuis aujourd'hui. Vous savez que la décentralisation ou le processus de décentralisation au Maroc a commencé réellement depuis 1976. Mais ce chantier a connu un saut qualitatif depuis le discours de Sa Majesté et la création de la commission dédiée à la régionalisation avancée, commission 100% marocaine, qui a travaillé sur la refonte et sur la réflexion de comment on voudrait avoir cette régionalisation dans les années à venir et qui s'est basée sur plusieurs critères pour donner de l'harmonie à l'ensemble des régions et donc pour avoir un découpage administratif cohérent, donc qui a tenu compte des aspects géographiques, des aspects économiques bien entendu, donc la viabilité économique des régions, mais aussi des aspects culturels, sociaux, historiques, ethniques et autres. Et donc c'est quand même un projet important, basé également au-delà de tous ces aspects qui ont donné lieu à un découpage administratif qui, à mon avis, est assez cohérent dans l'ensemble pour les 12 régions, mais qui a aussi basé le processus de régionalisation sur toutes les réformes démocratiques qu'a fait le Maroc et qu'a voulu le Maroc. Et donc, on a quand même donné beaucoup plus de pouvoir aux élus au niveau régional. Et ça, c'est un grand pas en avant pour le Maroc d'aujourd'hui et de demain. Et on a donné la possibilité à la population, avec les élus, de décider du modèle qu'on souhaiterait avoir au niveau des régions. Donc effectivement, la vision, elle est extrêmement optimiste et enthousiaste et franchement, pour moi, elle est extraordinaire. Maintenant, la régionalisation avec cette nouvelle vision a été mise en place. Les textes de loi sont sortis en 2015. D'accord. Et donc, les premières élections avec la nouvelle version de la régionalisation ont eu lieu en juin 2015. Et donc, tout le mandat 2015-2021, nous avons l'habitude de l'appeler un mandat constitutif, puisqu'il s'agissait d'un mandat où on a pu mettre en place les premières bases et les premiers jalons de la régionalisation, les premiers décrets ont eu lieu dans cette période-là. Bien sûr, la loi organique avait été, comme je l'avais dit, annoncée et votée en 2015, juste avant les élections, mais tous les textes applicatifs de la loi organique ont eu lieu principalement durant cette période entre 2015 et 2021. Alors, on est passé, bien entendu, au deuxième mandat, donc l'après 2021. Je pense que la volonté partagée par l'ensemble des acteurs, aussi bien au niveau territorial qu'au niveau central, est bien d'aller de l'avant pour réussir ce projet de régionalisation. Les efforts sont en cours.
Nous, de notre côté, en tant qu'élus, nos efforts vont vers le déploiement de nos projets et aussi la réalisation, ou en tout cas l'appropriation de nos compétences qui ne sont pas souvent claires, on va en parler. Et l'État, en parallèle, travaille beaucoup sur le déploiement il travaille beaucoup sur les décrets et les arrêtés pour compléter les lois, pour les finaliser, mais travaille aussi, l'État au niveau central, sur le chantier qui se fait en parallèle, parce qu'on oublie que la régionalisation n'est pas seulement un chantier de décentralisation, mais c'est aussi un chantier de déconcentration. Donc de la même manière qu'on donne le pouvoir aux élus au niveau régional pour décider des projets qu'on souhaiterait avoir, de cette vision. On va parler par la suite, j'imagine, des moyens de déploiement de cette vision. De la même manière qu'il y a cette décentralisation au niveau électoral, on va dire, et aussi le projet de déconcentration qui concerne beaucoup plus les services de l'État au niveau régional et local. Et ça aussi, c'est un grand chantier qui se passe en parallèle et qui a, bien entendu... Alors après, effectivement, tout le chantier de la régionalisation, pour répondre de manière très simple peut-être ou très claire à votre réponse, c'est un chantier hautement politique. Donc on aurait souhaité qu'il aille très très vite, mais effectivement il va à un rythme. Parfois il y a un rythme accéléré, parfois il y a un rythme un peu moins accéléré. On sait que sous d'autres cieux, la régionalisation a pris 20 ans, 25 ans pour être mise en place correctement. Au Maroc, je pense qu'aujourd'hui la volonté est là. Moi je suis assez confiante. Les moyens de l'État sont là, avec toutes les contraintes qu'on connaît tous. Ce n'est jamais assez, ce n'est pas suffisant, c'est loin d'être suffisant. Mais c'est un premier pas. Mais c'est un premier pas. Maintenant, il faut aussi compléter la vision de la régionalisation, parce que quelle régionalisation voudrons-nous ou souhaitons-nous avoir dans les 5, les 10, les 15, les 20 années à venir? Est-ce une régionalisation qui se limite à ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce une régionalisation beaucoup plus élargie? Est-ce une régionalisation sous forme d'un vrai État territorial? Et quels seraient les mécanismes pour réussir tout cela? Ce sont des questions qu'on devrait se poser. Je pense que c'est un chantier qui va rester ouvert pendant très très longtemps. Effectivement, vous l'avez dit, c'est un projet ambitieux qui existe depuis plusieurs années. Donc, vous l'avez dit, une quarantaine d'années. Il y a plusieurs réformes qui sont en train de se faire, plusieurs efforts qui sont déployés. Mais si on devait faire l'état des lieux, en tout cas pas l'état des lieux, mais le constat des avancées des 10 dernières années depuis 2016. Alors moi, je vais vous donner un exemple qui me semble très très parlant de la régionalisation avancée. Alors, parce qu'en réalité, on ne peut pas dissocier la régionalisation avancée de toute la vision Maroc. Mais est-ce qu'on va assez vite, en fait? Parce qu'il y a eu plusieurs appels de Sa Majesté. Alors, ça dépend. Ça dépend. Je vais vous dire, au fait, encore une fois, c'est un chantier hautement politique. Donc, et c'est un temps politique. On souhaiterait bien sûr aller beaucoup plus vite. Sur certains chantiers, on va un peu plus vite. Vraiment, tout est relatif. Je souhaiterais juste apporter un petit élément qui me semble très important. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas dissocier la régionalisation avancée de l'ensemble de la vision Maroc. Bien sûr. On a eu un nouveau modèle de développement qui est très important et dans lequel, bien entendu, un des axes majeurs étant la régionalisation. Pourquoi je dis ça? Parce que la régionalisation avancée, telle que souhaitée par Sa Majesté et telle que voulue aussi par l'ensemble de la population marocaine, avait commencé réellement en 2015, à travers, comme j'ai dit, il y a eu le premier mandat constitutif, mais on avait pris 3 régions pilotes qui sont les régions du sud du Maroc. D'accord. Et donc, on a commencé le déploiement du modèle de développement des provinces du Sud. Pour moi, c'était une première étape. Et on peut faire l'évaluation de cette première étape après 7 ans, maintenant 8 ans. Oui, le bilan, on peut faire un premier bilan et le bilan pour moi est extrêmement positif. Pourquoi? Parce que les textes sont passés en 2015. Sa Majesté, si vous vous rappelez, en février 2016, avait présidé une séance à Dakhla de signature des conventions liées au déploiement du nouveau modèle de développement dans les provinces du Sud à travers la régionalisation avancée. Et c'est là, à travers ces conventions, on parlait de compétences,
on parlait d'engagement des différents partenaires et on parlait des financements, les fameux 77 milliards de dirhams. On va y venir, on va en parler de ces financements. Et tout ça a été fait sur les 8 dernières années. Je pense que le taux de réalisation est très avancé en fonction des régions. Et on a vu comment Dakhla a été pratiquement, je pense vraiment, on a une nouvelle version de Dakhla, comment elle a évolué de manière extrêmement positive et comment on a vu l'Aïoun aussi qui a beaucoup évolué. La région de Guelmi Mouadnoun qui a aussi évolué, les chiffres sont là. Je pense que le taux de croissance économique a été multiplié par 2 dans les 3 régions, c'est certes, et dans les 2 régions, l'Aïoun et Dakhla, il a été multiplié peut-être par 3 ou 4. Le PIB a aussi augmenté. On a vu des chantiers très importants, structurants, qui ont été mis en place. La qualité de vie à Dakhla et à l'Aïoun a complètement changé. Guelmi beaucoup moins parce que le besoin est beaucoup plus grand, mais il y a quand même des chantiers structurants qui sont en cours de finalisation et qui vont changer l'image des 3 régions du Sud et qui vont connecter le Nord au Sud. La voie express en fait partie. C'est quand même, on parle de 1050 km et c'est énorme. C'est pratiquement une autoroute qui va lier le sud au nord et le nord au sud. Et donc, effectivement, moi, je pense que c'est un très bel exemple de comment on souhaiterait donner un coup d'accélérateur à la régionalisation. Ça a été fait un peu dans les 3 régions. Est-ce que le même modèle, moi, mon vœu est peut-être d'avoir, en tout cas, le même mode de fonctionnement que ce qu'on a fait dans les 3 régions du Sud. En l'adaptant bien évidemment bien sûr sur l'ensemble bien sûr en l'adaptant parce qu'on va en parler, les retards peuvent être à plusieurs niveaux ou en tout cas les défis sont plutôt à plusieurs niveaux. En fait, il y a ce chiffre qui est de 70% des richesses qui sont concentrées dans l'axe Atlantique, Tanger, Rabat, Agadir. Les 30% restants sont un peu dispersés dans les autres régions du royaume. Est-ce qu'on peut parler d'un développement qui se fait à 2 vitesses? Vous avez parlé des provinces du Sud où il y a eu un développement réel et on voit le constat, les résultats sont là. Mais pour ce qui est des autres régions, est-ce que... Alors, clairement, l'évolution est progressive. On ne peut pas se dire que le Maroc des territoires évolue à la même vitesse dans toutes les régions. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un cumul, il y a un héritage, il y a un historique, etc. Donc on sait très bien que le 60% du PIB pendant très longtemps était concentré dans l'axe Casa-Rabat, Casa-Kénitra, Casa-Tanger. Ensuite, on a commencé à développer des pôles régionaux, des capitales régionales. On a vu comment Tanger a évolué sur cette dernière décennie, comment Marrakech a évolué sur cette dernière décennie, comment Agadir a évolué sur cette dernière décennie, qui est devenue aujourd'hui la capitale, enfin on va dire le centre du Maroc. Nous, les gens du Sud, on l'appelle un peu la capitale parce que vraiment, pour nous, Agadir est un point, est une locomotive de développement. Donc, je pense que l'évolution et le rattrapage de ces écarts ou de ce déséquilibre de développement interrégional se fera avec le temps. Il faut se donner le temps pour pouvoir absorber cet écart et le réduire, effectivement avoir des régions qui vont toutes à la même vitesse. Et c'est là où il est très important que toutes les régions en soient conscientes. C'est un pari réalisable, selon vous, d'aller à la même vitesse? À la même vitesse, c'est très difficile parce qu'on n'a pas les mêmes atouts non plus. Pour profiter pleinement, en tout cas, des potentialités on n'a pas tous les mêmes atouts, mais il va falloir réfléchir à un moment donné. D'abord, il faut effectivement effectuer un rattrapage au niveau de l'infrastructure, c'est très important, mais il va falloir aussi réfléchir en complémentarité. Le Maroc est un très beau pays. On a un pays qui représente une très belle variété à tous les niveaux. On peut diversifier les secteurs et tout en étant complémentaires. On a quand même l'avantage d'être à 14 km de l'Europe, d'être la porte de l'Afrique, d'avoir des relations privilégiées avec les pays du Golfe. Donc on est un pays attractif. Maintenant, charge à nous, au niveau des territoires, de mettre en valeur nos territoires. Et c'est là où, effectivement, chaque région aujourd'hui travaille sur son plan de développement régional. C'est quoi un plan de développement régional et c'est quoi un schéma régional d'aménagement du territoire? Le schéma régional d'aménagement du territoire, c'est une vision très long-termiste, de 25 ans, pour dire voilà comment je souhaiterais que ce territoire soit conçu dans les 25 années à venir. Et le plan de développement régional, c'est de dire sur ce quinquennat, sur ces 5 prochaines années, voilà quelles sont mes priorités et qu'est-ce que je souhaiterais faire. Pour arriver à cette vision. Effectivement, la loi dit que
ces éléments-là, que ce soit le schéma régional d'aménagement territorial qui devait être passé en 2015, pas toutes les régions, malheureusement, l'ont adopté jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de retard dans certaines régions, mais la plupart des régions ont déjà leur schéma régional d'aménagement territorial. Le plan de développement régional pour le mandat actuel, je pense qu'on avance bien, même si on est en retard par rapport à la loi, parce que la loi dit que le plan de développement régional doit être adopté la première année pour qu'on puisse justement profiter des 5 années du mandat, c'est un mandat de 6 ans, pour la mise en place. Malheureusement, c'est très difficile de l'adopter la première année et aujourd'hui, on est quand même début 2024. Je pense qu'il y a 6 ou 7 régions qui ont déjà, je n'ai pas le chiffre exact, qui ont déjà fait voter, fait viser leur plan de développement régional, qui est une feuille de route importante d'abord pour la population, parce qu'elle donne de la visibilité sur les projets à venir, pour les conseils régionaux, parce qu'on sait qu'on a un accord de principe sur un certain nombre de projets. Après, à aide, il faut passer par la suite à la deuxième étape, qui est celle de l'exécution, et qui prend aussi du temps, parce qu'il faut aller chercher les financements, parce qu'il faut aller convaincre les partenaires. Et effectivement, le temps joue un peu contre nous. Après, il faudra trouver des mécanismes, moi je dis, pour gagner le temps, puisqu'il va falloir à un moment standardiser la démarche. Et ça, bon, c'est un travail qu'on va devoir faire. Je pense qu'au fur et à mesure de l'évolution des choses, les prochaines personnes qui vont arriver à la tête des régions vont pouvoir aller certainement plus vite que nous, etc. On apprend de la pratique de tous les jours. Absolument, un chantier colossal qui prend du temps, comme vous le dites. Parlons de ces financements, il nous reste un peu moins de 5 minutes et c'est quand même un aspect qui est très important. Aujourd'hui, l'État qui investit énormément, donc à hauteur de 93% en tout cas, dans les régions. Est-ce qu'il faut renforcer le rôle de l'État? Est-ce qu'il faut rechercher davantage l'investissement privé en tout cas? Alors écoutez, l'idée est la suivante. L'État, aujourd'hui, la loi est claire pour un financement à hauteur de 5% de l'IS et de l'IR qui devrait aller vers les conseils régionaux. Il y a un engagement ferme de l'État pour garantir une enveloppe de 10 milliards de dirhams annuels à l'ensemble des régions. Ce qui est très bien, il faudra effectivement arriver aux 5% par la suite. Mais je pense que la genèse de la régionalisation avancée est de permettre aussi aux régions d'avoir à un moment donné une certaine autonomie dans les financements et de pouvoir aussi utiliser les fonds qui proviennent de l'État pour lever d'autres fonds. Et je pense que si on dépend à 100% de l'État, ce n'est bien pour personne. Parce qu'il n'y a pas de génie, il n'y aura pas de génie dans cette régionalisation. Mais il va falloir augmenter aussi les ressources locales des régions. Et là, il y a quand même des leviers. Et effectivement, l'État, le gouvernement, que je remercie, a pu voter et a pu sortir des décrets qui nous permettent aujourd'hui de faire appel à des fonds, à faire appel au fait lever des fonds à travers des institutions publiques, privées, nationales et internationales. Vous l'avez fait dans la région que Oui, je vais en parler. Dans la région de Guelmim-Ouadnoun, on a signé 2 contrats de prêt avec la SFI de 40 millions de dollars et puis avec la BIRD pour 131 millions de dirhams en dirhams convertibles. Ça nous permet d'aller de l'avant sur un certain nombre de projets. Mais l'idée n'est pas seulement de pouvoir contracter des prêts, mais aussi de pouvoir développer les recettes fiscales au niveau local. Et là, il n'y a pas 100 000 leviers. Il y a le premier levier qui est la réforme fiscale, qui va permettre aussi de réformer la fiscalité et d'augmenter et de faire en sorte que les fonds, en tout cas la fiscalité locale, reste dans les régions, ou en tout cas une partie ou une grande partie qui puisse rester dans les régions, et qu'on puisse aussi développer l'environnement d'affaires et permettre d'avoir le maximum d'entreprises, attirer l'investissement. Si on attire l'investissement, nos ressources vont pouvoir aussi augmenter. Principalement l'investissement privé. Je pense qu'il va falloir attirer plus d'investissements privés pour pouvoir aussi augmenter les ressources. Et tout ça, en fait, je pense, c'est le génie un peu que devraient avoir les régions pour offrir un climat d'affaires, un climat d'investissement serein mais attractif pour l'ensemble des régions. Il y a aujourd'hui la charte d'investissement qui est assez intéressante,
Et il faut aussi compléter par une offre foncière, par une offre régionale propre à chaque région, comme je disais au tout début, en fonction des spécificités de chaque région, du potentiel de chaque région, mais toujours dans la complémentarité parce qu'il ne faut pas faire du doublon. Il ne faut pas qu'on ait tous la même offre qui risque de limiter aussi le choix des investisseurs et qui risque de limiter l'emploi. Mais il faut que ce soit des offres innovantes, mais complémentaires et avec une vision simple qui est celle de créer de l'emploi localement. Vous parliez tout à l'heure justement des compétences. Et quand on parle de créer des emplois, on parle des compétences, de la formation. Quel rôle joue aujourd'hui le capital humain ? Il joue un rôle extrêmement important parce qu'on ne peut pas réussir la régionalisation si on n'a pas le capital humain nécessaire. D'abord, il y a une notion que j'aime bien, c'est celle de l'élite, de l'élu stratège. Je pense que c'est très important d'avoir, quand on parle de la formation des élus, pour avoir une élite politique qui va pouvoir demain mener à bien le bateau de la régionalisation. Donc il faut effectivement la notion des élus stratèges, parce qu'on est au N-1 par rapport à l'État central. Donc on est au premier niveau de déploiement des politiques publiques et il faut que ça reste un niveau stratégique assez important. C'est-à-dire la vision, elle doit être vraiment stratégique et non pas petite, toute petite. Et puis, il y a aussi la formation et les compétences des cadres au niveau des régions. Et il y a aussi la motivation de ces compétences pour qu'ils viennent s'installer dans les régions. Donc, il y a l'aspect formation. Il faut avoir, je pense que maintenant, la vision se clarifie chaque fois un peu plus. Il faut avoir des pôles universitaires dans chaque région. Il faut avoir des instituts, des centres de formation continue dans chaque région. Il faut avoir des formations adaptées aux besoins dans chaque région. C'est comme la vision des 10 000 ingénieurs. Il faudra aussi la déployer au niveau des régions, donc pour chaque région. Et à côté, effectivement, il faudra créer le cadre de vie attractif pour ces cadres-là, pour ces compétences, pour qu'ils puissent venir. Parce que ce n'est pas évident. On l'a vu dans la santé, on le voit nous maintenant au niveau des conseils régionaux. Personne ne veut, les ingénieurs, les techniciens, les cadres supérieurs ne veulent pas aller dans les petites villes. Parce qu'ils ont besoin d'un cadre de vie. Absolument. Ils ont besoin d'une santé décente, ils ont besoin d'une éducation décente pour les enfants, ils ont besoin de centres de loisirs. Donc l'objectif, c'est de créer un écosystème. Donc il est très important de créer un écosystème au niveau de chaque région qui permette d'avoir un cadre de vie agréable, qui permette aussi de connecter les régions entre elles. Donc là, l'espace aérien est très important. Le réseau routier est très important, le réseau ferroviaire aussi, pour réduire un peu les distances et permettre aux gens de se mobiliser et de se déplacer vers les régions. Et puis, il y a un point non des moindres, c'est l'attractivité à travers les salaires aussi. Il faut que les salaires de l'État, quand on parle des cadres qui vont travailler dans le secteur public, soient assez attractifs pour les cadres compétents. Donc voilà, c'est un chantier qu'il faut prendre dans sa globalité. Il faut aussi permettre une certaine flexibilité dans les organigrammes pour que les conseils régionaux, pas seulement les conseils régionaux, mais aussi les services extérieurs et autres, puissent recruter. Et donc voilà, c'est tout un système, un écosystème qu'il va falloir continuer à réfléchir et repenser régulièrement pour le mettre à jour, pour le compléter. Innover, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour s'adapter aux besoins et aux spécificités de chaque région. On arrive déjà au terme de cet entretien, mais avant de finir, en moins d'une trentaine de secondes, est-ce que vous pouvez nous parler des priorités aujourd'hui pour les 5 prochaines années en tout cas? Alors clairement, les priorités des 5 prochaines années concernent principalement l'eau. Je pense que toutes les régions aujourd'hui sont concernées et toutes les régions ont des projets dans le pipe. Et d'ailleurs, il y a un partage aujourd'hui de compétences, de cette compétence qui était plutôt étatique. Aujourd'hui, un partage de cette compétence entre l'État et les régions. La deuxième priorité, c'est l'emploi. Il est très important de créer de l'emploi. Et qui dit emploi dit derrière les conditions d'investissement, dit derrière l'infrastructure convenable, le pouvoir d'achat et tout le reste. Et bien sûr, moi je pense la troisième, même au fait elles sont toutes au même niveau, c'est l'éducation et la santé pour tous.
C'est sur ces derniers mots, en tout cas, que se termine cet entretien. Merci à vous, Madame Barka Bouaïda. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Association des régions du Maroc et du Conseil de la région Guelmim Ouadnoun. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci, Mariam. Tout le plaisir est pour moi. Merci pour toutes ces précisions et toutes ces informations, en tout cas, que vous avez partagées avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée. Merci pour votre fidélité.